Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Amar Laquelle, chercheur en sciences de l'information et de la communication au laboratoire MICA de l'université Bordeaux-Montaigne. Comme je l'ai dit dans la vidéo introductive, je ne suis pas un linguiste, je ne suis pas non plus un sociologue, je suis un chercheur en sciences de l'information et de la communication. Donc je suis un peu tout à la fois, sans être vraiment l'un de ceux-là. Aujourd'hui, nous allons voir le paradigme structuro-linguistique, c'est-à-dire l'héritage de la linguistique en sciences de l'information et de la communication. Qu'est-ce que nous devons retenir de nos lectures en linguistique pour mieux comprendre l'acte communicationnel d'une façon pragmatique? Nous parlerons principalement de la sémiologie, c'est-à-dire de la rencontre entre la linguistique et la société. On ne peut pas parler de linguistique si on ne parle pas de Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure est le fondateur de la linguistique moderne et de la linguistique scientifique. Et il nous a laissé ce mot très important qui est quasiment la fondation des sciences de l'information et de la communication et de la sémiologie. On peut concevoir une science qui étudie la vie des signes au sein de la vie sociale. Nous la nommerons sémiologie, du grec sémion, signa. Elle nous apprendrait en quoi consistent les signes, quelles lois les régissent en société. Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure est au fondement de la démarche scientifique de compréhension de ce que c'est que le fonctionnement de la langue. Ferdinand de Saussure est un enseignant extrêmement discret à Genève, enseignant suisse, qui ne publiera pas de son vivant. On ne connaît très peu de publications à part sa thèse qui a fait très peu de succès. C'est un enseignant-chercheur qui va s'attacher à établir les règles fondamentales, la définition fondamentale de la langue. Ce sont ses élèves qui publieront post-mortem l'ensemble de ses cours en un ouvrage fondamental qu'on appelle le cours de linguistique générale, qui a été publié en 2016, donc 1 ou 2 ans après sa mort, et qui véritablement va être une bombe, une rupture épistémologique radicale, ce qui va fonder la réflexion sur le sens au XXe siècle, et qui va fonder l'ensemble des disciplines qui vont réfléchir sur la fabrication du sens au XXe siècle. C'est véritablement le Einstein des sciences de l'information et de la communication, le fondateur, le pionnier. Ferdinand de Saussure va donner ses cours entre 1857 et 1913 et va réfléchir à essayer d'établir une définition rigoureuse, indiscutable, à la fois pure et formelle. Il s'agit bien d'une théorie générale dans son cours de linguistique, à la fois pure et formelle de ce que c'est que la langue. La première chose qu'il va nous dire, c'est que la langue est avant tout une institution sociale. Personne n'utilise une langue qu'il a fabriquée lui-même. Sauf quand on est fou, sauf qu'on est complètement asocial, ou sauf quand on a des groupuscules extrêmement marginalisés. Normalement, la langue, pour fonctionner, doit être un ensemble de règles partagées par tous et obéies par tous. Alors évidemment, ça c'est une théorie formelle, dans la réalité, c'est rarement comme ça que ça se passe. On a tous chacun sa langue, sa sous-langue, etc. Mais d'une façon formelle et théorique, la première caractéristique qu'on peut établir à une langue, c'est qu'elle appartient à tout le monde sans être la propriété de personne. Il fait une analogie avec le droit, avec l'institution, avec, à l'époque, la sociologie durkheimienne, qui rappelle qu'il n'y a pas de société s'il n'y a pas d'abord des règles communes qui synchronisent l'ensemble des acteurs dans cette société. La langue est une institution sociale. Il le distingue, la langue, de la performance linguistique, la performance individuelle qu'il va appeler la parole. Il va dire, ce qui s'éloigne de la question de la langue comme objet formel, objet pur, c'est en effet leur application concrète, socio-historique, située. La langue a des règles qui sont, elles, par contre, définies d'une façon locale. Pour Saussure, la linguistique, ce n'est pas la sémiologie. La linguistique, c'est ce qui s'intéresse aux règles de la langue d'une façon universelle. Les règles qui s'appliquent d'une façon universelle, quelle que soit la pratique, quel que soit l'usage local. Il laissera à la sémiologie la question d'étudier justement les déformations locales, les habitus locaux, les rituels locaux et d'en expliquer les raisons d'être qui, nécessairement, seront pour une grande partie extra-linguistiques. Donc, première définition essentielle chez Saussure, la linguistique
est un ensemble, un code de règles formelles et qu'il existe une définition générale de la langue. Ensuite, il y a une génétique des langues, il y a toute une série de langues différentes qui vont se complexifier, mais elles viennent toutes d'une fonction fondamentale. Et vous verrez que cette définition est très importante parce qu'un chercheur comme Noam Chomsky en fondera la théorie révolutionnaire de la grammaire générative. Donc la langue est une institution sociale et elle a un noyau universel et général. Et la parole, c'est l'étude de la langue appliquée dans une zone particulière, à une époque particulière, entre un groupe particulier, en tant que performance, en tant qu'habitus, à un moment dans un endroit. Donc, on va distinguer la linguistique de la sémiologie. Du côté de la linguistique, que peut-on dire d'universel dans la langue? D'abord, la langue, c'est la constitution et la fabrication de signes. Qu'est-ce qu'un signe? Un signe, c'est la relation qu'il y a entre un signifié, c'est-à-dire le concept que je ressens en moi, le premier concept qui émerge dans ma pensée, la première expérience fondamentale des choses, et son signifiant, ce qui le représente. Donc, le signe est avant tout une relation entre deux éléments. Un signifiant, c'est-à-dire un élément de la réalité, qu'il soit à l'intérieur de ma pensée, qu'il soit dans ma voix, qu'il soit une affiche, une photo ou une trace au sol, une matérialité, une réalité qui n'existe pas par elle-même, mais qui nous signale quelque chose d'autre, un signifié. Dès que vous établissez un élément et que cet élément a comme particularité d'établir une relation avec quelque chose d'autre, de le représenter à quelque chose d'autre, vous avez un rapport entre signifiant et signifié. La pensée est la production de signes. Nous pensons parce que nous parlons, parce que nous fabriquons une relation entre une matière vocale et les expériences que l'on vit. Essayez de réfléchir à ce que serait la pensée sans parole et sans langue. Eh bien, il n'y a pas de pensée. La pensée, fondamentalement, la conscience, fondamentalement, est le produit de la langue. Qu'est-ce que la conscience humaine? C'est justement l'existence et l'utilisation intérieure d'une matière signifiante qui renvoie à des expériences fondamentales comme signifiées. Penser, ce n'est rien d'autre que se parler à soi-même de son expérience fondamentale. Vous allez voir que cette idée a des conséquences énormes en psychologie, énormes en psychologie du développement, en sciences de l'éducation, etc., etc. Ce point nodal de ce que c'est qu'un signe, qu'est-ce qu'il faut pour avoir un signe? Qu'il faut un signifiant, une première matière qui renvoie à une expérience fondamentale, c'est véritablement une rupture épistémologique qui nous a fait rentrer dans la compréhension de l'humanité au XXe siècle. Ce signe va renvoyer à un troisième terme, signifiant, signifié. Ce signe va renvoyer à un troisième terme qui est le référent. Le référent, c'est ce qui échappe au signe. C'est ce qui existe au-delà de l'acte de signifier. Quand je signifie quelque chose, je signifie qu'il existe quelque chose. Alors cette chose peut être une réalité concrète. Un référent peut être une réalité concrète. Si je dis maman, maman, il y a le mot maman qui est un signifiant. Il renvoie à un concept. On sait tous ce que c'est qu'une maman. Mais moi, dans ma performance actuelle, je parle en fait de ma maman. Et ma maman, elle existe. Et même si elle est morte, elle a existé. Et donc, je parle de ce référent qui a existé, qui est mort, et qui aujourd'hui ne reste qu'une pensée. Mais ce référent existe au-delà du signe. Si je dis licorne, je parle d'un référent imaginaire. Donc, licorne, les deux phonèmes qui forment le mot licorne, renvoient à un concept, on voit à peu près, un cheval avec une corne, et elle renvoie à un référent, on fait comme si la licorne pouvait exister quelque part. Donc vous voyez, le référent, ce n'est pas la réalité. Beaucoup confondent référent et réalité. Référent, c'est ce vers quoi je renvoie, qui est au-delà de l'acte de signification. Quand j'ai dit licorne, j'ai utilisé un signifiant, je l'ai renvoyé à un concept. D'ailleurs, j'aurais pu dire cheval avec une corne.
ça aurait renvoyé à peu près au même concept. Licorne, cheval avec une corne, c'est deux signifiants qui renvoient au même concept. Et elle renvoie à quelque chose, on le sait, dans un monde imaginaire, qui serait ce fameux cheval avec une corne. Évidemment, si je dis maman ou Gertrude, eh ben, je vais renvoyer à quelque chose de réel avec qui j'ai une expérience concrète et réelle. Le référent, ce n'est pas la réalité. C'est, dans le signe, l'idée que quelque chose est au-delà de lui. Quelque chose lui échappe et on pointe vers cette chose. Le signe permet d'appréhender ce qui est au-delà du sens. Et ça, c'est un acte fondamental pour le signe, c'est même sa raison d'être. Sa raison d'être au signe, c'est de pouvoir appréhender à l'intérieur de nous-mêmes ou à l'intérieur de la structure signifiante quelque chose qui lui échappe. Le référent. L'ensemble, donc, forme un triptyque qu'on va appeler l'acte sémiologique. L'acte sémiologique, c'est la construction d'un référent mis en relation avec... c'est la construction d'un signifiant mis en relation avec un signifié qui, eux deux, renvoient à un référent. Et vous voyez cette construction, Saussure va appeler ça une forme. La mise en relation de ces éléments va appeler une forme. Et ces éléments vont renvoyer à des relations multiples. Des éléments vont s'exclure, d'autres vont se rendre obligatoires, d'autres vont rendre des liens probables, signifiant entre eux, vont établir des règles. Faire une phrase en français, ça oblige à respecter des règles entre plusieurs signifiants. Signifier va établir des règles, une logique, un sous-ensemble. La psychologie et la philosophie ont beaucoup étudié les liens logiques qu'il y a entre des signifiés. Et puis la réalité elle-même a ses propres règles qu'on perçoit dans les éléments du référent. Donc vous voyez, cette structure qui va très vite devenir complexe établit une forme. Et donc la linguistique, c'est un moment de pouvoir regarder comme un chimiste quels sont les éléments fondamentaux de la langue et quelles sont les structures qui émergent de ces éléments fondamentaux et qui forment des éléments de plus en plus complexes, qui forment l'acte de signifier. Dans ces types de relations, Saussure va s'attacher à deux types de relations. La relation paradigmatique, c'est-à-dire ce qui permet à un élément d'être remplacé par un autre et avoir la même fonction. Par exemple, je vous le disais tout à l'heure, licorne comme signifiant et cheval à cornes comme signifiant sont deux signifiants identiques, mais qui peuvent se substituer l'un à l'autre pour renvoyer au signifié. Donc, la relation paradigmatique, c'est comment deux éléments peuvent se remplacer quand ils se renvoient à un autre élément. Donc, comment deux signifiants peuvent se remplacer quand ils renvoient à un signifié, comment deux signes peuvent se remplacer quand ils renvoient au même référent. Ça, c'est une réflexion autour des opérations paradigmatiques. Les opérations syntagmatiques sont au contraire comment les éléments vont s'additionner les uns et les autres et former des réseaux de relations pour former des unités beaucoup plus grandes. Comment un sujet est lié à un verbe, est lié à un complément, et comment ça forme une unité qu'on va appeler la proposition. Comment cette proposition, à l'intérieur d'un groupe plus large, va former une phrase. Comment une phrase va former un chapitre. Comment des chapitres vont rentrer en relation avec les uns avec les autres. Certains médias établissent des relations linéaires dans lesquelles il y a un avant et après. D'autres médias, je pense aux images par exemple, mettent des relations plutôt en réseau, en position spatiale, en endroits interagissant les uns avec les autres d'une façon plus proche du réseau cognitif. Donc vous voyez, réfléchir à comment s'agencent les éléments les uns avec les autres, que ce soit au niveau du signifiant, du signe ou de l'ensemble, et comment un élément est souvent peut être remplacé par un autre élément. Et l'étude de ces règles va dégager à chaque fois des possibilités significatives dans le signe. Donc vous voyez, grâce à Saussure et à une définition fondamentale, va s'ouvrir une perspective de réflexion sur qu'est-ce que c'est que signifier. Et ça, c'est un moment important. Il va pousser plus loin, dans un deuxième temps, une fois qu'on aura la structure d'une langue globale, on saura comment une langue comme technologie signifiante
est capable à un moment de faire sens, comment un dispositif linguistique, et là on pense au dispositif de l'image, on pense au dispositif évidemment du langage verbal, on pense au dispositif du langage écrit. Vous voyez tous ces médias comme dispositifs sémiotiques. Une fois qu'on aura compris comment ce dispositif fonctionne, on aura eu une approche synchronique à un instant T. On imagine formellement comment on peut utiliser un dispositif sémiotique pour faire sens. Eh bien, il faudra l'étudier dans son histoire. Il faudra l'étudier dans ses embranchements. Il faudra l'étudier dans ses transformations génétiques. Et là, c'est ce qu'on appelle l'approche diachronique. Alors, l'approche diachronique, il ne faut pas la résumer à une approche historique. Ce n'est pas la langue dans le temps. Pour Saussure, qui est fondamentalement un structuraliste, l'approche diachronique, c'est de comprendre comment une structure a muté. Qu'est-ce qui était possible pour elle, quels étaient les embranchements logiques, et à quel moment elle a muté dans une version, et à quel moment elle a muté dans une autre version. Saussure donnera une approche de la linguistique génétique comme une linguistique qui se transforme par sa propre fonctionnement logique. Alors évidemment, il va y avoir énormément de débats là-dessus, entre transformation interne de la linguistique et transformation externe de la linguistique, c'est-à-dire des phénomènes qui ne sont pas linguistiques et qui vont peser sur la linguistique. Mais Saussure, lui, il l'a toujours dit, c'est de la science pure, c'est un linguiste. Lui, ce qui va l'intéresser, c'est les possibilités à l'intérieur de la langue, inscrites à l'intérieur de la langue, même quand les facteurs qui la transforment sont à l'extérieur de la langue. Il dira toujours, c'est la langue qui se transforme, c'est elle qui change. Donc, vous comprenez que tous les rapports qu'il va mettre en place sont un programme qui va occuper tout le XXe siècle et jusqu'à nos jours, les linguistes, le rapport entre langue et parole, c'est-à-dire entre structure formelle et structure appliquée, le rapport entre synchronie et diachronie, comment émerge une nouvelle langue, qu'est-ce qui la fait se transformer, comment elle se stabilise pendant un instant. Toute la question de la génétique et de la systémique va reprendre cette idée et cette réflexion fondamentale. On va voir aussi le rapport signifiant-signifié, qui n'est pas si clair que ça. On va voir aussi le signe paradigmatique, le rapport entre signe et paradigme et syntagme. Donc vous voyez toute une série de questions qui va former la linguistique autour d'un cours extrêmement modeste qui sera publié post-mortem. C'est assez surprenant et ça marque le respect de réfléchir sur Ferdinand de Saussure. Son héritier direct est en vérité un linguiste qu'il a très peu connu. On parle de Louis Hjelmslev, qui est un linguiste danois, qui est vraiment placé comme l'héritier de Saussure et celui qui va vouloir continuer les portes qui vont s'ouvrir avec le cours de linguistique générale. Donc, il est à Copenhague, il va former l'école de Copenhague, c'est-à-dire une linguistique ultra formalisée qui va aller encore plus fort dans la recherche de la définition pure de la langue, des relations pures de la langue. Il va écrire son premier livre, Prolégomène pour une théorie du langage, Prolégomène à une théorie du langage, et il va ensuite écrire Langage, et plus tard sera publié en France les essais linguistiques de Hjelmslev, qui est toute la démarche jusqu'aux années 60-70 d'une théorie très formelle qui va beaucoup plus loin encore que celle de Saussure, qui est beaucoup plus rigoureuse encore, puisqu'elle va être l'objet de plusieurs chercheurs, l'école de Copenhague, et d'au moins 5 décennies. Donc, une recherche sur la théorie générale encore plus pure, encore plus logique, encore plus formelle, qui emprunte beaucoup aux mathématiques, à la formalisation mathématique, à la logique formelle de la mathématique, et qui va être un des fondements secrets du structuralisme. Alors pour la petite histoire, Hjelmslev est très peu cité pendant très longtemps, très peu étudié pendant très longtemps, parce que, les traductions ne se diffusent pas beaucoup. Hjelmslev, par sa nature, est un personnage discret, autoritaire mais discret. Il vit dans le nord de l'Europe, très loin. Il voyage parfois, mais très peu. Et surtout, il est vraiment attaché à la fabrication d'un formalisme pur qui peut parfois apparaître rébarbatif. Pour autant, on peut le dire franchement, on ne peut pas penser la révolution de Saussure sans avoir lu Hjelmslev, puisque c'est son continuateur, et dans la lignée du cours de linguistique générale, il faut absolument avoir lu Prolégomène à une théorie du langage, et c'est surtout ces essais de linguistique qui vont vraiment compléter le tableau formel de la linguistique pure et de toutes ces questions. Qu'est-ce qu'on peut retenir de Hjelmslev ? D'abord, pour lui,
la langue, c'est bien des éléments fondamentaux, des éléments caractérisant le langage et la langue, et un ensemble de relations qu'il faut étudier. Il va reprendre la division signifié du signe, qu'il va appeler contenant-contenu. Bon, alors ça c'est un petit travers des théoriciens. C'est vrai que quand les théoriciens fondent une théorie, ils en ont la capacité, ils ont envie de s'approprier leurs propres mots, surtout qu'ils ne parlent pas dans la même langue. Et donc souvent, il est très difficile de traduire les mots d'un autre. Mais on peut, à peu de choses près, dire que contenant et contenu sont signifiants et signifiés. Donc on va reprendre la base de la linguistique de Saussure. À côté de cela, il va faire une différence entre forme et substance, c'est-à-dire entre relation, la forme que peut prendre un objet, c'est-à-dire quand plusieurs éléments ont une certaine relation les uns avec les autres, ça forme une forme, une structure. Pour penser rapidement ce que c'est qu'une forme, imaginez des atomes, imaginez des molécules. Une molécule n'a pas la même nature que la somme de ses atomes. Si on prend des carbones, par exemple, des atomes de carbone, la façon dont on va agencer les atomes de carbone, on n'aura pas la même matière. On pourra avoir un diamant ou on pourra avoir du charbon. Donc vous voyez, la forme, c'est l'information qui est inscrite dans la relation, dans le système de relation des éléments. Et il va parler de la substance, c'est-à-dire la matière dont est constitué l'élément. C'est-à-dire de quoi est fait la forme. Donc forme et substance sont deux choses différentes. Il y a la substance de l'objet et il y a sa forme, c'est-à-dire son agencement entre ces éléments fondamentaux. Donc il va appliquer cette distinction au contenant et au contenu. Le contenant, le signifiant, licorne, et bien évidemment, c'est une forme, c'est-à-dire c'est deux phonèmes qui sont reliés les uns avec les autres, et c'est une substance, le son li et le son corne, que j'ai exprimé avec ma voix. Donc vous voyez, j'ai utilisé deux substances, li et corne, et je les ai agencées en un mot fait de deux phonèmes. Et cet agencement s'appelle la forme de ma substance. Le contenu, pareil. On peut avoir une substance, du contenu, une chose à proprement parler, et la forme de ce contenu, c'est-à-dire comment est agencé ce contenu par rapport aux autres contenus et à l'intérieur de ces éléments fondamentaux. Pour faire plus simple, on va parler du feu rouge. Pourquoi ? Parce que le feu rouge, c'est vraiment un système sémiotique élémentaire, fondamental. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme forme du contenant ? Si on réfléchit bien sur le feu rouge, on voit bien trois feux. Un rouge, un vert et un orange. Ça, c'est la substance du contenant. La substance du contenant, la substance du système sémiotique, c'est la couleur rouge, la couleur verte et la couleur orange. La forme du contenant, c'est qu'en fait, la couleur verte et la couleur rouge s'opposent l'une à l'autre. Deux éléments s'opposent l'une à l'autre. Et la couleur orange est la mixité de la couleur rouge et de la couleur verte. Donc vous voyez, la forme, c'est un opposé à un, et un synthétisant les deux, mais par contre, pas au-dessus, mais en tant qu'intermédiaire. Le rouge s'oppose au vert, et au-dessus, il y a quelque chose qui est entre les deux, et qui devient un intermédiaire qui s'appelle l'orange. Vous voyez cette forme, 1 contre 1, avec un intermédiaire entre le 1 contre 1, ça c'est une forme. Et cette forme, elle va s'appliquer à la couleur rouge, verte. On va dire vert est l'opposé de rouge. Dans la substance, on ne peut pas dire qu'un vert est un opposé de rouge, ça n'aurait pas de sens. Mais dans le système sémiotique, on va dire la substance verte et la substance rouge sont opposées l'une à l'autre, mais attention, il y a une troisième qui est une sorte d'intermédiaire, de chose molle, qui n'est ni l'une ni l'autre, et qui prévient que l'on est en train de passer de l'une à l'autre. Ça, c'est forme et substance du contenant. Mais qu'est-ce que ça veut dire en contenu ? Ça veut dire que quand c'est vert, je dois me déplacer, on m'invite à me déplacer, déplace-toi, bouge. Et quand c'est rouge, on dit « Oh, ne te déplace pas », c'est l'inverse de déplacer, on l'a dit tout à l'heure, c'est « arrête-toi, reste immobile ». Donc, la substance du contenu, c'est « déplace-toi » et « immobile ». Mais alors, c'est quoi l'orange ? L'orange, c'est un truc entre les deux. L'orange, c'est que si tu étais en déplacement, alors tu dois te préparer à t'arrêter. Et donc, c'est quelque chose entre se déplacer et s'arrêter, ça veut dire en gros ralentir.
On pourrait imaginer, alors en France, l'orange ne va vers le vert, mais on pourrait imaginer des feux rouges, je suis sûr que ça existe dans certains pays, où l'orange prévient du rouge, mais prévient aussi du vert. On pourrait imaginer un rouge qui me reste immobile et qui se met à clignoter orange pour me dire « Attention, tu vas pouvoir démarrer, nous allons passer au vert ». Donc vous voyez, il y a 3 contenus en substance. Je me déplace, je m'arrête ou je ralentis. Et quand je regarde la forme du contenu, c'est la même forme que le contenant. 2 mouvements s'opposent, se déplacer contre s'arrêter, et il y a un mouvement qui est mix entre les deux. Donc vous voyez que ce qui passe de la substance du contenant à la substance du contenu, ce qui est commun, c'est une forme. Si on réfléchit bien, cette forme, on peut la voir partout. Elle peut servir à plein de choses. Quelque chose qui dit le contraire de ce quelque chose, et un troisième terme qui est intermédiaire, c'est une forme qu'on peut retrouver dans plein de dispositifs sémiotiques. Ils ne sont pas propres au feu rouge. Inversement, le vert, le rouge, en tant que substance, on peut se servir partout. Donc vous voyez comment Hjelmslev a complexifié la question du signe. Il a dit on va prendre des substances et on va leur donner des formes. On va établir des règles entre ces substances. Ils vont former un dispositif de règles entre ces substances. Et ça fera un contenant. Et ce contenant, on l'enverra, on le mettra en lien avec un contenu. Et on fabriquera d'une façon arbitraire, ça il faut le dire aussi, la grande idée de Saussure, c'est que ça, ce sont des construits sociaux. On va dire que au contenant rouge, on va associer s'arrêter, au contenant vert, on va associer se déplacer, on l'a décidé, c'est comme ça, on aurait pu dire rose, bleu, non, c'est arbitraire, on va l'établir dans notre société. Au contenant orange, eh ben, c'est un mixte entre les deux, parce qu'on va mettre en place une forme, et c'est ça l'essentiel, on va mettre une forme qui dit que on donne un ordre, on donne strictement son inverse d'ordre, et il y a un impératif dans ce feu rouge. Donc j'espère qu'avec cet exemple de feu rouge, on comprend beaucoup mieux ce qu'est un contenant et un contenu. Évidemment, si on s'intéresse à la Boétie, si on s'intéresse à la recherche du temps perdu, évidemment, cette analyse demande énormément de travail, et c'est pour ça qu'il y a autant d'études littéraires, autant de critiques littéraires. C'est que certaines structures signifiantes, dont le langage humain, eh bien évidemment, sont d'une complexité telle que retrouver ce processus et en comprendre la spécificité dans chacune des performances du langage, évidemment, ça demande énormément de travail. Donc Hjelmslev va s'attacher à la construction de la fonction sémiotique et va regarder comment la structure du signifiant est aussi la structure du signifié. Peut-il y avoir une disjonction? Et comment ces structures, comment ces formes vont s'appuyer sur des constructions sociales arbitraires. Et là, il va le reprendre, évidemment, de faire du nom de Saussure. Donc, cet ensemble est le modèle saussurien, mais poussé beaucoup plus avant, et va former ce qu'on appelle la fonction sémiotique. Donc, à partir de là, nous, chercheurs en sciences de l'information et de la communication, nous savons que tout élément qui signifie est une fonction sémiotique. Et elle se décompose selon les éléments que nous ont donnés en héritage Saussure et Hjelmslev. Et donc, l'intérêt, c'est de comprendre les fonctions sémiotiques, là où elles se situent, et surtout par quelle démarche elles forment signe, comment elles sont reconnues par celui qui les reçoit, par quel appareil on construit, qu'est-ce qu'il y a de nouveau, qu'est-ce qui est poétique, qu'est-ce qui est une rupture, qu'est-ce qui est une tradition. Et donc, on a un outil aujourd'hui, grâce à la linguistique, qui nous permet de décortiquer n'importe quelle affiche publicitaire, n'importe quel message politique, n'importe quel élément signifiant, n'importe quelle interprétation de phénomènes naturels, etc., etc. Le troisième auteur important, évidemment, l'héritier de l'héritier de l'héritier, c'est Noam Chomsky. Noam Chomsky, c'est véritablement le grand intellectuel américain, si ce n'est le plus grand intellectuel du XXe siècle aux États-Unis. Son travail, sa réflexion sont immenses. Mais il a commencé principalement en tant que linguiste. Toujours exactement comme Saussure et Hjelmslev, à la recherche de la langue fondamentale, de la langue pure, de la langue universelle. Il s'est posé une question très précise. Comment les enfants apprennent-ils si rapidement et si facilement leur langue?
Il va émettre une première hypothèse. En fait, quand on prend la structure de la langue, quand on réfléchit comme Saussure et Hemslev à étudier quels sont les éléments fondamentaux de la signification et quelles sont les règles fondamentales qu'il faudrait apprendre pour signifier, il va voir que avec très peu de règles et avec très peu d'éléments, on peut déjà produire du sens. Très peu de vocabulaire, très peu de règles grammaticales, on peut se donner un noyau de langue qui permet de signifier énormément de choses. Évidemment, moins on a d'éléments, moins on a de règles, plus il faut produire du signe pour expliquer une situation de plus en plus complexe. Mais c'est exactement ce qui arrive aux enfants. Au départ, les enfants, ils ont très peu d'items, très peu de règles entre ces items, et ils s'expriment avec leurs parents en essayant d'expliquer avec très peu d'items et très peu de règles beaucoup de choses différentes. Et c'est pour ça qu'ils sont pour nous très incompréhensibles, parce que leurs signes, qui sont très peu nombreux, avec des règles très peu nombreuses, pointent vers plein de choses. Et donc renvoient à plein de référents. Et donc il y a énormément d'ambiguïté. Et c'est ce travail de désambiguïté, ce travail qui nous oblige à faire des sens de plus en plus efficaces, des signes de plus en plus efficaces, des signes qui fait que l'interprétation va plus vite, parce que les règles de construction de ce signe sont plus complexes, qui poussent l'enfant à apprendre un langage de plus en plus complexe. Et donc cette compétence linguistique, Chomsky va montrer qu'elle est fabriquée d'une façon logique. C'est-à-dire que c'est un système qui se complexifie. Un système avec très peu d'éléments et très peu de règles, se multipliant l'un sur l'autre et formant des fonctions de fonctions, finit par devenir un système complexe. Et ça, c'est une vraie réflexion que la systémique va nous apporter, c'est que la plupart des systèmes complexes sont en fait faits d'éléments fondamentaux très peu nombreux et de très peu de règles. Prenons la physique, prenons la matière qui nous entoure. Vous avez tous vu le tableau périodique des atomes. Il y a très peu d'atomes, quelques dizaines d'atomes, 49 si mes souvenirs sont bons. Et ces atomes se mélangent entre eux, se connectent entre eux par des champs de force, des champs magnétiques, d'attraction et de répulsion. Et il y a très très peu de lois qui forment les forces d'attraction et les forces de répulsion. Les règles magnétiques d'attraction et de répulsion sont très peu nombreuses en physique. Et pourtant, vous voyez bien qu'autour de vous, la matière est infinie. Les types d'objets, les types de matière, les types de formes sont infinis. Avec très peu de langue et très peu d'éléments, on peut produire énormément de réalités. Et c'est ça l'idée fondamentale de la grammaire générative chez Noam Chomsky, c'est qu'en fait, pourquoi les enfants apprennent très rapidement? C'est qu'ils ont dans la structure de leur cerveau, dans le système cognitif naturel, les éléments de base pour capter à la fois les premiers items et les premières règles et former le langage à partir d'un noyau fondamental. De là, il va faire un travail formel qui va l'occuper pendant plusieurs décennies à essayer d'imaginer, en partant des langues réelles, des langues extrêmement complexes qu'on utilise, quels sont les niveaux de formalisation les plus fondamentaux et à quel moment on arrive au noyau, à la langue universelle, à la compétence universelle. Cette fonction va avoir des conséquences énormes, cette réflexion et cette recherche vont avoir des conséquences énormes, sur les sciences cognitives, qui sont les sciences de compréhension de comment le cerveau fonctionne véritablement à partir des neurones et du réseau de neurones, et évidemment, vous l'aurez compris, en informatique. C'est-à-dire qu'en comprenant qu'en fait c'est un programme fondamental fait de peu d'éléments, de peu de règles, et que tout ça peut générer une production signifiante extrêmement complexe, telle que le langage humain, eh ben, on va faire rentrer à la fois les sciences cognitives et à la fois l'informatique dans la compréhension du phénomène signifiant, de la compétence signifiante que les linguistes vont nous apporter. Donc vous voyez, les linguistes ont un rôle fondamental et leur création, leur invention, leur recherche va avoir des conséquences énormes pour le XXe siècle. On parle souvent de l'atome, on parle souvent de la fission de l'atome, on parle beaucoup moins du signe qui a fondé véritablement le XXe siècle. À partir de cet ensemble de règles, de ce dictionnaire minimum, nous allons établir des règles de plus en plus complexes. Et l'être humain devient humain en obéissant, en formant son cerveau à obéir à ces règles de plus en plus complexes. Il a une formation. Il apprend le langage. Il rentre dans une langue et en rentrant dans cette langue, il arrive à penser son monde. C'est parce qu'il améliore de plus en plus les règles linguistiques,
la compétence et les fonctions signifiantes qu'il va être capable non seulement de signifier aux autres des situations de plus en plus complexes et avec une compétence de moins en moins ambiguë, mais lui-même, il va être en capacité, quand il se parle à lui-même, c'est-à-dire quand il pense, à être en capacité à comprendre de mieux en mieux ce qui lui arrive, de mieux en mieux ce qu'il ressent, de mieux en mieux ce qu'il perçoit dans son environnement. Donc il créera cette hiérarchie formelle, et cette hiérarchie formelle comme capacité d'expression va aider les sciences de l'éducation, la psychologie, les sciences cognitives et l'intelligence artificielle aujourd'hui. Donc Noam Chomsky, véritablement, dans la seconde partie du XXe siècle, est l'équivalent de Ferdinand de Saussure pour la première partie du XXe siècle. Mais celui qu'on va retenir plus facilement en sciences de l'information et de la communication, alors qu'on oublie de parler de Noam Chomsky et d'I.M. Slave trop souvent, celui qu'on va reconnaître comme le grand linguiste en sciences de l'information et de la communication, c'est celui qui a fait en fait le boulot pour nous. C'est celui qui a réfléchi au pont entre la langue et l'acte d'énonciation. Le fait de parler, le fait de produire du sens en société et de faire une performance énonciative. Je parle évidemment de Roman Jakobson. Roman Jakobson, qui est un chercheur français d'origine pragoise, il vient de l'école de Prague et qui va apporter la linguistique structurale en France. Il aura un poids énorme dans la recherche de la sémiologie et des sciences de l'information et de la communication en France. Véritablement, on peut dire que c'est lui le père linguiste de la sémiologie et des sciences de l'information et de la communication. Il est très bon ami de Claude Lévi-Strauss et donc il va l'aider à concevoir l'anthropologie structurale. De là, il est très très proche de Roland Barthes, des sémiologues en général, et surtout, il va énormément travailler le rapport de l'héritage entre la systémique et la linguistique. On en a parlé au début, ce rapport entre systémique et linguistique, c'est vraiment Jakobson qui va essayer de le constituer. Alors j'ai dit tout à l'heure, Roman Jakobson est français, mais non. Roman Jakobson est un chercheur américain, il est parti aux États-Unis, mais il a une telle présence en France, il revient tellement en France, il a tellement d'amitié par Claude Lévi-Strauss avec la France, que j'ai fini par faire une erreur en disant que c'est un chercheur français. Donc c'est lui, en tant qu'Européen, qui va avoir une influence énorme et qu'on peut qualifier de parrain des sciences de l'information et de la communication, et avant ça, de parrain du structuralisme. Donc ce qui va l'intéresser, Roman Jakobson, c'est de dépasser le modèle de Saussure. Saussure s'intéresse au fonctionnement de la langue dans un état pur, comme une technologie pure, comme une description d'un moteur à son état de pureté. Alors que Roman Jakobson va dire c'est un élément essentiel, mais quand on observe un énoncé, ne pas comprendre que cet énoncé est fondamentalement exécuté dans une performance énonciative, qu'elle est faite pour être énoncée, un énoncé est fait pour être énoncé, et que son énonciation même va déterminer la structuration de l'énoncé, eh ben c'est passer à côté d'énormément d'éléments du langage qui ne peuvent pas être expliqués sans comprendre qu'un énoncé n'est jamais un énoncé pur, il est toujours un acte d'énonciation. Et donc, à la construction du sens, eh ben, Roman Jakobson va s'intéresser au sens en tant qu'outil dans un processus d'énonciation. Et donc là, il va s'intéresser à la question du procès de l'énonciation et il va transformer le paradigme structuro-linguistique en le fusionnant avec l'acte interactif. Et nous verrons plus tard, dans un autre cours, le paradigme systémique, et on comprendra mieux comment Jakobson va être le vecteur de ce que j'ai expliqué dans mon cours d'introduction entre le paradigme purement linguistique et le paradigme systémique. Et Roman Jakobson, en focalisant la recherche sur l'acte d'énonciation, il va, en tant que linguiste, rencontrant la systémique, modifier le paradigme et faire un hybride qui va être pour nous l'hybride essentiel en sciences de l'information et de la communication. Et c'est pour ça, en effet, qu'on cite Roman Jakobson. Quand on ne veut pas aller trop loin en linguistique, eh ben, on remonte à Roman Jakobson, qui est vraiment l'acte d'initiation, entre l'acte de fusion, l'acte de naissance entre la systémique, l'interaction, l'interactionnisme et la linguistique. Donc vous voyez dans le schéma, on va voir que Jakobson va repartir du code
comme la fonction linguistique, c'est-à-dire la fonction signifiante, Yemslev, Saussure. On va partir du message comme fonction poétique, c'est-à-dire comme agencement du sens, comme fabrication, système de fabrication du sens entre différents éléments. Donc code et message, on reprend la linguistique traditionnelle. Mais là-dessus, il va ajouter 4 fonctions fondamentales qui sont les fonctions de l'énonciation. La première, c'est que dans tout énoncé, il y a l'existence de celui qui énonce. Il s'exprime à travers son énoncé. On trouvera à travers une fonction expressive l'existence de l'énoncé. Parfois, le destinateur, c'est-à-dire celui qui énonce la fonction expressive, sera invisible, parce qu'elle ne sera pas la priorité de l'énoncé. On peut avoir une proposition dans laquelle il n'y a pas d'énonciateur. Mais très vite, à travers un adjectif émotionnel, on va voir la présence d'une émotion. La présence d'une émotion, par exemple, c'est la marque de l'énonciateur qui s'exprime ressentant une émotion pendant qu'il parle. Et parfois, ce sera plus explicite. Il pourra y avoir des groupes nominaux, il pourra y avoir des propositions entières qui exprimeront l'existence même de l'énonciateur dans son propos. Donc, qu'elle soit invisible ou qu'elle soit lourde, qu'elle soit descriptive, il n'y a pas un processus d'énonciation sans que ce processus d'énonciation exprime celui qui s'exprime. Et donc, la fonction d'existence du sujet dans le langage, c'est-à-dire l'existence de celui qui parle dans son propre langage, c'est la fonction essentielle de l'énonciation. Jacobson, plus tard Lacan, montreront, bien après Freud, mais Freud l'aura fait bien avant, qu'en fait, le sujet est un sujet de langage. L'individu, pour devenir un sujet, pour se penser en sujet, énonce, a un acte d'énonciation, et par cet acte d'énonciation, s'affirme comme énonciateur, s'affirme comme dessinateur, et cette fonction expressive est une fonction existentielle pour l'être humain. S'exprimer, c'est être dans son langage, c'est devenir un sujet. Évidemment, il n'y a pas d'expression sans adresse. On ne parle pas à autre chose qu'à quelqu'un d'autre, même quand ce quelqu'un d'autre est soi-même. C'est là que ça devient complexe. Il n'y a pas d'énoncé possible sans imaginer que cet énoncé a une destination. Si vous imaginez l'énoncé comme une interaction, vous définissez nécessairement 2 termes, l'énonciateur et celui à qui s'adresse l'énonciateur, le destinataire. Si c'est un dialogue intérieur, ce sont les 2 mêmes personnes. Je me positionne en énonciateur, me parlant à moi comme destinataire. Et je me transforme, parce que, évidemment, dans mon énoncé, mon objectif est d'assigner la personne à qui je parle à une certaine position, à lui créer, à lui proposer une identité qui, si, en tant que récepteur, écoute ce message, peut habiter et devenir ce sujet. Donc il y a 2 sujets dans une énonciation. Il y a moi, en m'énonçant, en m'exprimant, je m'énonce moi-même et je deviens quelque chose. Mais par là même, j'adresse à quelqu'un quelque chose que je veux qu'il devienne. C'est une proposition de sujet. Le récepteur, au moment même où il reçoit le message, il reçoit une proposition de sujet et il habite ce sujet. C'est un vêtement, c'est un costume, c'est un personnage dans lequel il rentre par l'acte même de recevoir le message. Et là, vous comprenez la puissance du langage. La puissance du langage me permet, moi, d'exister en tant qu'énonciateur. Je deviens un sujet qui prend sens, mais j'ai le pouvoir de créer l'autre, de fabriquer l'autre qui, en tant que récepteur, au moment même où il déploie mon langage, au moment même où il le reçoit, est habité par le personnage que j'ai créé pour lui. Évidemment, très vite, il y a un recul critique, il y a un travail de « ce n'est pas une marionnette », mais ça on en parlera plus tard. Mais vous comprenez la puissance du langage. La puissance du langage, c'est à la fois une puissance existentielle, je deviens sujet dans la langue, je peux me penser dans la langue, même quand je suis invisible dans cette langue, et surtout, je fabrique l'autre en sujet, je l'interpelle en sujet. Louis Althusser dira « l'idéologie, c'est interpeller un individu en sujet, c'est-à-dire le transformer en sujet ». 2 autres éléments pendant ce processus, il y a l'élément de contrôle, de gouvernance, ce qu'on appelle les fonctions de contact, les fonctions fatiques. Ces fonctions visent à vérifier qu'on est bien en communication l'un avec l'autre, que vous avez bien reçu, que je reçois bien un feedback de votre part, que nous sommes bien en train de gérer une communication.
toute une série d'éléments d'énonciation va m'assurer que vous avez bien reçu le message, que vous êtes bien en contact, que c'est bien à vous que je m'adresse. Je vais cerner mon environnement pour vous dire que ce que je suis en train de faire, c'est m'adresser à vous. Ça s'appelle la gouvernance de cette communication, ce qu'on appelle la fonction fatigue, c'est-à-dire prendre contact et affirmer bien que c'est dans cette direction que je suis en train d'énoncer. Il y a dans mon énoncé quelque chose qui parle de mon énoncé, qui parle véritablement de comment on doit comprendre ce que je suis en train de faire. Et inverse, la fonction référentielle, mais ça on en a beaucoup parlé, c'est-à-dire que je renvoie à un lieu, que je renvoie à un ailleurs, que quand je suis en énonciation avec vous, je renvoie à une réalité, et il y a toute une série d'éléments qui vous aident à cerner de quelle réalité. Est-elle hypothétique? Est-elle mythologique? Est-ce que je parle en général ou est-ce que je parle d'une personne en particulier? Donc ça, c'est les fonctions référentielles. Je vous aide par des éléments à cerner de quel au-delà du langage je suis en train de parler. Nous allons finir avec des Anglais et des Américains, c'est-à-dire Austin et Searle, la fonction pragmatique du langage. Dans la lignée de Jacobson, John Austin, un chercheur de l'université de Oxford, va montrer que cet au-delà du langage, ce langage pour quelque chose, ce langage qui a destination du référentiel, est justement une dimension essentielle du langage. En fait, il n'y a pas d'énoncé qui ne soit pas des actes agissant sur quelque chose d'au-delà de l'énoncé. Si je fais une énonciation, je fais un acte. Et là, on va sortir de l'analyse pure du sens et du rapport signifiant-signifié, mais on va prendre l'acte d'énonciation. Et au-delà de l'acte d'énonciation, ça c'est Jacobson, ce que va nous ramener John Austin, c'est que cet acte d'énonciation saisit l'au-delà de l'énoncé, c'est-à-dire le référentiel. Et il le saisit avec un objectif. Le signe a un objectif sur le référent. Il a une visée sur le référent. Et cette visée sur le référent, c'est ce que John Austin va appeler l'acte perlocutoire, c'est-à-dire l'acte performatif. C'est une action, l'énoncé est une action. Et donc il va diviser le langage en 3 niveaux. Le premier niveau, on l'a vu au cœur du schéma de Jacobson, c'est le niveau où on produit du sens. Le second niveau, c'est au moment où ce sens est embarqué dans l'énoncé, dans l'acte énonciatif, comme un acte d'énonciation d'un sujet, d'un destinateur à un destinataire qui doit la recevoir et qui doit gérer cet énoncé. L'acte perlocutoire, c'est ce qu'on attend de l'au-delà de l'énoncé. Une fois que cet énoncé s'exécute, une fois que cet énoncé existe, il doit y avoir des conséquences sur son référent, sur le destinateur, sur mon sujet, sur moi en tant que sujet, mais sur le tiers, sur l'objet en tant que référent. Et ça, c'est l'acte perlocutoire, c'est la dimension des effets attendus. Je n'ai pas parlé pour rien. Parler est un acte. À partir de cette approche théorique, l'héritier de John Austin, c'est John Searle, qui va essayer d'étudier par plein de cas concrets, on est à la limite entre la linguistique et la sociologie, de ce que c'est que parler en société. Qu'est-ce que parler veut dire? Qu'est-ce que c'est que parler? Et donc, il va distinguer 5 grandes catégories, mais en fait, on peut en distinguer beaucoup plus encore. C'est les actes assertifs, quand je parle juste pour dire une vérité, pour faire un tableau, pour représenter une réalité, pour pointer quelque chose qui existe. Ça, c'est l'acte assertif. L'acte directif, c'est quand je donne un ordre. C'est quand mon énoncé a pour objectif qu'on exécute le tableau que j'ai fait. Je vais projeter dans le futur, je veux que tu fasses tes devoirs, fais tes devoirs. Donc, je projette une réalité dans le futur, à la fois dans le présent et dans le futur, et je veux que par mon énoncé et par mon impératif, un acte se produise qui obéisse à la description, à la projection que je viens de faire. Le promissif, c'est celui qui raconte l'avenir. C'est celui qui dit « il va se passer ». Il est très proche du directif, sauf qu'il n'est pas un ordre, sauf qu'il n'y a pas une injonction, sauf qu'il n'y a pas un pouvoir qui s'exerce. C'est une promesse, c'est un rêve, c'est un moment où on établit une réalité pour essayer de faire attendre le présent et lui donner une direction vers le futur. L'expressif, c'est souvent l'expression du sujet. L'expression où on va manifester sa propre présence dans son énoncé et on va se représenter sa dimension intérieure. Le déclaratif, c'est véritablement un acte institutionnel, c'est qu'une réalité n'a plus du tout le même sens. Je produis quelque chose qui change complètement le sens du référent.
On prend souvent comme exemple, et c'est parmi les actes les plus connus, on prend souvent comme exemple « je vous déclare mari et femme ». On a un référent, on a une réalité qui est un référent pour nous. On a un homme et une femme là devant la mairie. Et quand je déclare que je vous déclare mari et femme, ces deux référents prennent un signifié radicalement différent. D'homme et femme, parmi les autres, on établit un statut, mari et femme, on établit une relation entre le mari et les femmes, et vous voyez que ce référent se dote désormais d'un signifié très particulier qui va avoir son propre signifiant, plusieurs signifiants, les anneaux. Hein. À un moment, l'homme et la femme vont prendre deux bouts de métal et les mettre dans des doigts, et ces deux signifiants renverront à leur nouveau statut. Ils veulent manifester que désormais ce n'est plus un homme et une femme, mais c'est un mari et une femme. C'est marrant parce qu'il n'y a pas d'autres signifiants. Donc mari et femme, et ils vont redoubler ce statut parce qu'il n'est pas visible par un nouveau signifiant qui est l'anneau. L'anneau est un signifiant qui va s'échanger avec le statut mari et qui va renvoyer à la transformation qu'a subi le corps qui porte l'anneau, qui n'est plus uniquement un être humain, mais qui est autre chose que cet être humain. Il a changé d'état, il est devenu un mari. Ça, c'est le propre des expressions déclaratives. Donc vous voyez, là, on va quitter l'énonciation pour avoir une dimension encore plus grande, c'est le rapport entre le signe et son référent. Le rapport entre le signe et la réalité, même si j'ai bien précisé qu'il ne faut pas réduire le référent à la réalité. Nous n'aurons pas le temps de parler de André Martinet, d'Émile Benveniste, d'Algirdas Greimas, qui sont véritablement les contemporains, ceux qui ont accompagné la création des sciences de l'information et de la communication du côté des sciences de l'information, qui sont des contemporains qui ont accompagné l'émergence des sciences de l'information et de la communication, tout en restant des linguistes, et qui sont les pères modernes, les pères très contemporains de la linguistique. Évidemment, ils ont une capacité à avoir rassemblé quasiment toute la linguistique, d'avoir beaucoup travaillé sur cet acte d'énonciation, d'avoir aussi beaucoup réfléchi sur le partage entre le rôle de la linguistique et l'émergence de ces sciences modernes qu'ont été la sémiologie et les sciences de l'information et de la communication. Ce sont des pères fondateurs aussi, ils sont beaucoup plus proches de nous, ils sont aussi parfois beaucoup plus accessibles, et beaucoup de ces chercheurs sont utilisés d'une façon professionnelle. Les professionnels de la communication, les professionnels du marketing vont plus facilement utiliser ces théories qui sont plus applicatives, plus modernes, plus mûres, plus stables, et ils sont beaucoup plus connus. Mais je n'ai pas voulu m'attarder sur eux, parce que justement, vous aurez tendance à les découvrir dans d'autres moments de la réflexion théorique, et j'ai voulu revenir aux fondamentaux. Merci de votre attention. On a fini avec ce premier chapitre du paradigme structuro-linguistique. Ne partez pas, nous n'avons pas encore fini de réfléchir sur le structuro-linguistique. Nous allons voir maintenant comment la linguistique est passée à la sémiologie, et nous verrons ensuite comment sémiologie et linguistique ont un dialogue avec la philosophie du langage, dialogue très difficile, très complet, mais auquel on ne peut pas échapper. Merci de votre attention.